Hey! Bienvenue au troisième épisode du Canadien Gangster Podcast. Ici Olivier Aubin-Mercier. Et cette semaine, je reçois Jonathan Meunier. Jonathan qui est un ancien combattant du UFC et qui se bat présentement pour TKO, une organisation québécoise de MMA professionnelle. Donc, c'était vraiment le fun. Joe, il y a vraiment des histoires fucked up. Puis on a bien ri durant ce podcast-là. Mais en le réécoutant, je me suis rendu compte qu'il y a des petits problèmes de son. Donc ça se peut que vous entendiez des petits tocs comme ça. Parce que Joe, il aime ça, jouer du drum quand il parle. Donc c'est de ma faute, je lui ai pas dit, je m'en étais pas rendu compte. Mais les prochaines fois, je vais faire plus attention et je vais aussi sûrement m'acheter plutôt des nouveaux micros de meilleure qualité pour avoir un meilleur son. Donc, c'est ça. Enjoy! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Moi, je suis là pour remplir. Hey, salut tout le monde! Je suis avec Joe Meunier et je suis extrêmement content de l'avoir à mon deuxième podcast. Joe, c'est un gars... Nous, on s'aimait pas au début, hein? Non, ça a commencé dans la haine. Ouais. Une haine secrète parce que ça nous a pris des années à se l'avouer, je pense. Tu sais, on se remémorait des choses. Tu sais, à l'époque où je taillais ça à la face, là, tu me dis ça, puis là, je te dis, Chris, ça tombe bien parce que moi aussi, à cette époque-là, je t'aimais pas en tout. Mais ça, c'est dans le temps que t'étais... Amateur, moi. Amateur. Encore. Parce que t'es passé pro avant moi, c'est ça qui est venu me chercher. Le fait que tu passes pro n'est pas nécessairement la source de ma haine. C'est le fait que t'as passé à UFC tellement rapidement avec Tough. avec les tryouts, ouais, pis Tough, Ultimate Fighters. Fait que c'est ça, je me dis, Colin, ça aurait pu être moi, mais... T'avais-tu essayé, toi, de participer au Tough? Non, j'ai pas essayé de participer au Tough. Est-ce que j'avais un combat pro déjà de fait? Je sais même pas, je pense que non. J'allais faire mes débuts pro. Puis bon, le promoteur en question, il me déconseillait d'aller vers Tough. Pourquoi, tu penses? Parce que lui, il voulait... C'était-tu Stéphane Patry, le promoteur? Non, pas à l'époque. À l'époque, c'était l'AMQ, c'était Johan Bérubé. Fait que bon, probablement qu'il voulait me faire combattre pour sa ligue avant que je me rende là-bas. Ce qui est tout à fait logique, de toute façon. Attends, Johan Bérubé, c'était... Propriétaire du Nordic Fight Club à Québec. Ok, je comprends. Puis toi, tu te battais pour lui, au fond, ces ouais, événements-là. parce qu'à l'époque, il a mis sur pied une ligue qui s'appelait LAMMQ, l'AMQ. Puis Ligue des arts martiaux du Québec. Puis cette ligue-là était supposée être un tournoi des 170 livres à la base. Fait que bon, c'est ça qu'il avait comme ambition avec moi. Fait que bon, il m'a un peu découragé de me diriger vers Tough. Puis là, j'ai vu toi qui es allé. T'avais combien de combats professionnels? J'en avais juste 4 quand je suis allé dans Tough. Ouais, c'est déjà 4-0? Ouais, j'étais 4-0. Bon. Mais pour de vrai, j'avais pas. Ouais, mais j'avais pas une grosse. Exactement, c'est exceptionnel, mais il y avait besoin du. Il me l'avait dit là, avant d'entrer dans The Ultimate Fighter. Mm-hmm. Il y avait besoin d'un petit Québécois de service. Okay. Parce qu'il voulait avoir 3 anglophones et un Québécois dans chaque catégorie. Ok. Puis je pense qu'il voulait avoir comme Québécois dans les 185, c'était. Comment il s'appelle, Wouf Wouf là? Gravilovic? Ouais, c'est ça. Strania. Il voulait avoir Strania, puis il y avait un trop gros dossier criminel. Il y aurait du bagage. Ce jeune homme avait de lourds bagages. Mais le UFC voulait vraiment l'avoir dans Tough. Certainement, c'est un sportif, c'est un combattant haut en couleur, comme dirait Ken Wong. C'est le terme. Non, c'est un gars hyper charismatique là, pour l'image promotionnelle, c'est sûr que ouais, puis je pense qu'il aurait foutu la merde aussi dans la maison, puis c'est ça qu'il voulait, puis tu sais, finalement, il s'est rien passé. Ben, c'est Nordine qui l'a remplacé. Ils sont allés chercher Nordine, finalement, un autre francophone, ben bon, de France. Là. Ouais, Canadien de France. Ouais. Fait que ils sont allés chercher Nordine, puis moi, j'étais vraiment étonné, il m'avait même pas dit qu'il était pris.
Est-ce que tu t'entraînais déjà avec Nordine à l'époque? Là, on parle de 2014, là. Ouais, 2013? Non, moi j'ai commencé à m'entraîner avec Tristar à mon 2e combat pro. Ok. Fait que je m'entraînais déjà avec eux autres, je les connaissais bien. Je m'entraînais avec Cajun, avec voyons comment il s'appelle, celui qui a gagné. Voyons, celui qui m'a pété à la gueule. Chad Laprise? Chad Laprise, je m'entraînais avec Chad Laprise aussi. Vous avez fait Ouais, il m'a donné tellement de coups que je me souviens plus de son nom. Vous avez fait vous avez fait le tough ensemble en plus? Vous étiez comme partenaire, j'imagine? Ouais. Vous étiez roommate? Moi j'étais roommate. Ouais, man, Chad était en dessous de moi, pis man, il pétait, là, c'était dégueulasse. Mon gars, en plus, l'odeur montait, là, ça m'écœurait à chaque soir, mais il m'empêchait de dormir. Puis, je veux pas dire que c'est pour ça qu'il a gagné, là, mais c'est pour ça qu'il a gagné. Probablement, ça t'a déconcentré. Ouais. Fait que là, toi, t'étais dans l'UFC, t'as fait 2 combats dans l'UFC. Ouais. T'es 1-1, right, dans l'UFC? 1-1, ouais. Puis tu t'es battu contre Covington, qui est présentement le champion intérimaire des 170. Exactement, tout en mon honneur, là. Covington, ça a été un short notice que j'ai pris. J'ai eu environ 8 jours de préparation. Bon, on parle d'une préparation qui n'a jamais vraiment eu lieu parce que ce 8 jours-là a été plutôt occupé de tests médicaux urgents et d'entrevues. Bon, c'était une grande nouvelle pour le Québec puis le Canada. Que ma signature avec UFC, donc bon, brèvement, il n'y a pas eu de préparation vraiment pour Covington. Ça a été un combat qui, bon, j'ai perdu par étranglement rear naked choke au 3e round. Fait que j'ai quand même fait le combat complet. Ouais, puis c'était un bon combat. C'est un très bon combat. J'ai servi une bonne défensive. Bon, regarde, ça a été chaud. Puis aujourd'hui, bon, de voir que c'est le champion par intérim, ça m'enlève pas d'étoile. Ça m'enlève pas d'étoile, disons. Il a même allé redonner sa ceinture à Donald Trump. C'est un gars qui fait parler. C'est un gars qui fait parler beaucoup, là, puis... Ouais, c'est un autre gars que j'aimais vraiment pas, le Covington, là. Puis quand il est allé porter sa ceinture à Trump, je trouvais ça tellement drôle que j'avais comme plus le choix, là. C'est comme... Il y en a ça les fâche puis ça les frustre d'en parler tellement. Comme j'en parlais avec Jade Masson, là, elle qui est perceuse justement pour nous au district tatouage. Elle parlait avec tellement de mépris pour l'individu, puis c'est pas la seule, je l'utilise en exemple, mais tout le monde la plupart des gens qui le regardent progresser sont remplis de mépris puis de colère contre lui. Je dis, écoute, il livre la marchandise, puis il a réussi. Dans l'UFC, on se mentirait pas regarder Conor McGregor, comment est-ce qu'il a monté en ascension rapide, puis comment est-ce qu'il a fait monter sa valeur. C'est en parlant très haut, en parlant fort, en parlant haut. Puis en livrant la marchandise aussi. Là, mais l'affaire avec Covington, par exemple, c'est qu'il y a moins de finesse. En tout cas, selon moi, là, quand il parle, il y a moins de finesse. C'est moins drôle que Conor. Mais... C'est sûr, c'est 100% de l'insulte. Ouais, c'est 100% de l'insulte. Ouais. Mais... Conor est plus imaginatif, lui. Il va chercher... Ouais, une meilleure répartie aussi. Ouais, meilleure répartie, ouais. Mais, écoute, Covington, je l'aime bien quand même. Je le suis pas sur Twitter parce qu'il spoil tous les films de geek, là. Ben... ça, je l'haïs pour ça. Il pose des photos assez épiques aussi avec plein de femmes au Brésil, etc. sur son passage, et en tout cas... Puis là, t'as eu un autre combat que t'as gagné contre l'Australien Richard. Ouais, Walsh. Rich Walsh, qui est justement, il a été un des gars qui est dans le tough. Il était-tu en même temps que toi, tough? J'ai battu pour aller en finale. Et voilà, bon, ben, on a ça en commun au moins. Yes, mon boy. High five. Puis là, toi, t'avais gagné par décision. Puis là, qu'est-ce qui t'est arrivé après ça? C'est que le UFC t'a laissé aller. Puis moi, j'étais vraiment étonné. Puisque normalement, il faut que tu punches McGregor dans le dos pour être renvoyé du UFC après une victoire. Ouais, faut que t'aies une séquence. Ouais, après une victoire, être sorti du UFC, c'est impossible. Puis c'est quoi qui est arrivé? Comment ça, toi, ils ont décidé de te laisser aller? Bon, rapidement parlant, pour pas trop rentrer dans les termes médicaux, là, c'est médicaux à la base. C'est premièrement, UFC a changé de main. Ça a été vendu, ça a été acquis par des nouveaux propriétaires. Donc ils ont repassé au peigne fin, disons, les combattants. Puis moi, j'ai un passé médical qui est ressorti, qui a pas fait leur bonheur. Qui est un accident cérébral que j'ai eu en 2010, soit dit en passant, qui est avant le début même de ma carrière amateur. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas eu de conséquences. C'est un accident qui est arrivé durant l'entraînement ou non? Non, c'est un accident. Bon, c'est un accident de combat, là.
C'était pas dans la rue? C'était dans la rue? Non, c'était pas dans la rue. Ok. C'était pas dans la rue. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis après ça, bon, UFC, ils ont mis ça sur la table, puis ils sont restés en étude là-dessus. Puis on en est venu au terme que ils m'ont dit, bon, les portes sont pas fermées indéfiniment pour toi, mais présentement, on te laisse libre. Okay. Tu peux continuer de combattre, puis éventuellement, on va peut-être se reparler. Puis quand c'est arrivé, ils t'ont-tu donné un petit montant? Ils t'ont-tu donné Non, un petit peu de malheureusement, j'ai pas eu de bonus, j'ai pas eu quoi que ce soit de la part de UFC par rapport à ça. C'est vraiment, ça a vraiment été difficile 2017 pour moi parce que on était déjà rendu au mois de juillet, puis je m'étais pas encore combattu en 2017. Ça veut dire j'étais en camp, j'étais en attente de combat depuis 7 mois, juillet étant le 7e mois, donc pas de salaire pendant 7 mois en entraînement. J'étais cédulé sur la carte de Singapour pour aller me battre contre Ling Jingliang, le chinois. Puis 2 semaines avant le combat, c'est là que tout a chambranlé. Là. Ouais, parce que tu habitais à Montréal, là. Toi qui viens de Québec, tu exact. habitais vraiment à Montréal pour t'entraîner, je te voyais à chaque jour. Exactement, fait que mes entreprises à Québec étaient un peu laissées à elles-mêmes malheureusement, là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, bon, les entreprises n'étaient pas rentables à ce moment-là. Ouais, tu peux-tu en parler un petit peu, ça, des entreprises? T'en as 3 à Québec? Oui, certainement. J'ai 3 entreprises à Québec que j'ai mis sur pied en 2011. J'ai commencé avec une boutique de vêtements. J'ai parti à la base avec ça. J'ai gradué tranquillement. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Boutique District. Okay. C'est commémoratif à justement mon arrivée du Mexique. J'ai eu la chance d'être accueilli dans une famille au Mexique. Chez mon meilleur ami Brian Avila, que je considère comme mon cousin et sa famille comme la mienne. J'ai été vivre au Mexique, j'ai passé environ 6 mois là-bas en tout, là, réparti sur quelques années. Mais dans la famille, là-bas, j'ai passé environ 6 mois. C'est de là que j'ai appris à parler espagnol, etc. Plusieurs valeurs aussi m'ont été enseignées. Mais à mon retour en 2011, c'est ça que j'ai fait. J'ai ouvert la boutique, je cherchais un nom, puis j'arrivais du district fédéral de Mexico. Fait que le district, j'aime ça. Okay. Fait que j'ai en honneur, en commémoration pour eux autres, en signe de respect. Bon, j'ai rappelé ma boutique comme ça, Boutique District. Quelques années plus tard, j'ai rencontré David par rapport au combat. David Bernard, c'est aujourd'hui mon tatoueur associé pour le district tattoo. Puis bon, on s'est rencontrés dans le monde du combat, il me voyait me battre amateur, il aimait comment je me battais, fait qu'on s'est linké comme ça, on s'est liés comme ça. Puis il me suivait, il filmait, lui aussi, bon, il s'est mis au combat, il a fait plusieurs combats de boxe, kickboxing, MMA, etc. Puis bon, par la suite, on est devenu... Pèse dessus parce qu'on l'entend sinon. Ok. Ouais, le téléphone. On va bloquer ça. Ok, fait que c'est ça, David. Ça fait aujourd'hui 6 ans qu'on est associé avec District Tattoo. Pour en venir à la 3e entreprise qui a pris naissance en 2017, la plus récente des 3, c'est El Macho Barbershop. Pourquoi El Macho? Bon, c'est rien. À cause de moi? Probablement. C'est quand t'as commencé ta moustache. Non, El Macho, mon associé, c'est un Colombien, donc il est... Bon, El macho en espagnol, ça veut dire c'est macho ou hembra. Macho, ça veut dire mâle, hembra, ça veut dire femelle, homme ou femme. Okay. Ça veut dire el macho, ça veut dire l'homme. C'est une boutique, c'est un salon de tatouage qui est exclusivement pour le masculin. Donc, ça porte bien son nom. Donc, il n'y a rien de misogyne là-dedans, il n'y a rien de frustration, de machisme, comme on dirait en termes québécois. Ça s'appelle El Macho pour mon association avec un Colombien qui est latino, Brian Ospina. Qui est un associé hors pair, un père de famille, un homme très sérieux. Puis ensemble, on a créé une entreprise là, vraiment effervescente. Elle a monté rapidement. On est rendu aujourd'hui avec 5 barbiers. On a 3 Colombiens. 3 qui sont Colombiens, 1 qui est cubain. Et le 5e est mon petit frère qui est là depuis le début. Mon petit frère est là depuis le début. Il a aidé à construire El Macho Barbershop aussi. Ok. Être ça. Puis la toi, logique des choses, ça ouais. ça. Puis toi, t'es-tu le genre de gars que c'est le MMA qui t'a sauvé? Définitivement. Regarde, il y a eu un article dans le journal Le Soleil là, que j'en avais parlé avec un reporter. Là. Oui, moi, le MMA a été vraiment ma planche de salut qui avait dit comme titre là-bas. Là. Bon, ma planche de salut en voulant dire que c'est vraiment ce qui m'a canalisé dans une autre direction. Parce que... Tu sais, c'est difficile de dormir quand t'as rien fait de ta journée, tu sais, puis t'as toutes les tentations qui sont là, ou ben toutes les influences, ou ben
ton cercle d'amis qui veulent te diriger dans les bars, les sorties, etc. Donc ça a vraiment été la chose qui a canalisé mon énergie dans un chemin positif. Ok. Parce que moi je m'en souviens, justement, comme je te disais tantôt, je te détestais. Là. Parce que quand t'as commencé. Ouais, ben c'est ça. Ça tombe bien, moi aussi. Mais quand t'avais commencé à moi je pense que c'était un petit peu de la jalousie. Ouais, ça se peut. J'étais un peu Je te trouvais grand, j'étais comme tabarnak, il est beau bonhomme. Non, mais c'était vraiment. C'était ta carrière professionnelle que je trouvais qu'elle a vraiment été trop bien. Moi, j'avais pas encore. Ben moi, en amateur, j'étais sous le projecteur, mais en professionnel, j'avais encore rien fait. Là. Ouais, mais écoute, c'est long, professionnel. Même moi, j'avais pas vraiment de projecteur. Puis, tu sais, j'ai été chanceux qu'ils fassent Tough Nation. Là, je vais pas m'en cacher. Là. Mais toi, quand t'étais amateur, je m'en souviens, à un moment donné, tu te battais contre un gars d'Orion. Puis au deuxième round, les deux, vous aviez montré vos mains pour vous taper, puis tu l'avais knocké. Ouais, je l'ai knocké. Moi, je m'en souviens que c'était pour ça que j'avais commencé à te détester. Mais maintenant que je me bats plus souvent, je me dis, man, tu sais, ça se peut que. Genre, il s'en est pas rendu compte, tu t'arrives avec les mains un petit peu plus hautes. Ouais, quand on passe la séquence au ralenti, on voit définitivement là, il y avait sa garde haute. Je l'ai pas frappé les mains basses, ça c'est pas vrai. Ça, c'est ceux qui étaient un petit peu trop alcoolisés puis qui ont cligné des yeux probablement au moment que. Mais toi, t'avais-tu vu qu'il voulait toucher ta main? Oui. Ouais? Oui. Puis, mais j'arrivais définitivement avec l'intention de ne pas toucher sa main, de toucher son visage avec ma main droite. Ouais, je m'en souviens que. Je suis arrivé les mains hautes puis armé. Puis lui il est arrivé avec son touch glove haut, puis sa main droite était haute aussi. Tu sais, la vidéo, je l'ai au ralenti, il est même sur YouTube. Puis on voit définitivement que il se protège. Au moment où je lance ma main droite, sa garde est haute, sauf que là, il se met à reculer la tête, ce qu'on appelle flincher. C'était quoi le nom de ce que c'était? Vincent Houle. Vincent Houle. Vincent Houle. Parce que je m'en souviens que le premier round, ça avait quand même... C'était-tu pour lui ou pour toi, le premier round? C'était pour lui, je pense. Il m'avait amené au sol, puis... Mais après, t'avais commencé à gagner le deuxième round, je l'avais gagné. J'avais gagné le deuxième round. Ça, c'était le troisième. Ouais, deuxième round, fin du deuxième round, j'avais vraiment fait mal. Je l'avais dominé debout et au sol. Puis au troisième round, bon, ben, on a réglé ça sur la cloche. Puis là, je pense 2 combats plus tard, tu te bats contre un autre gars de Tristar. Non, tu inverses la chronologie. Je me suis battu contre un gars de Tristar avant Vincent Houle. Quand t'as envoyé chez Nordine, là? Ouais, l'histoire marquante pour moi puis Nordine. Ça, mon gars, genre, j'étais au bar, là, puis je regardais ton combat, puis je vois que tu bats, c'était Yann. C'était Yann Perron j'étais contre Yann Perron, puis c'était à Montréal, fait que, bon, le titre du reportage à Ken Wong a été ensuite Victoire de Meunier en territoire hostile. Et tout le monde me huait, m'envoyait chier quand je suis sorti de là. Je me faisais quasiment lancer des... Ben oui, moi je regardais ça de loin, j'étais comme tabarouette, puis je te voyais à peu près 1 mètre de Nordine, lui envoyer des doigts d'honneur dans la face, puis comme... Mais je visais Yann Perron. Qu'est-ce qu'il fait à Nordine? Ouais. Ben là, c'est ironique parce que maintenant vous êtes devenus probablement les 2 meilleurs amis. Ouais. Nordine et toi. C'est drôle, mais c'est comme ça que j'ai rencontré ou que j'ai créé des liens avec les meilleurs amis que j'ai. C'est souvent par un conflit au départ. Une confrontation. Confrontation, puis ensuite le respect se crée. Parce que je m'en souviens qu'il y avait des rumeurs que tu allais venir au Trissard à Montréal. Puis Nordine, il était pas très content. Puis comme 2 semaines plus tard, vous étiez toujours ensemble. Là maintenant, tu es même dans son coin. Chronologiquement, ce qui est arrivé, là, je me suis battu contre Yann Perron. Je me suis battu contre Vincent Houle parce que Vincent Houle est venu me défier dans l'octogone à ma victoire contre Yann Perron. 2 semaines après, je me suis battu contre Vincent Houle à Québec. Puis par la suite, quelques mois plus tard, je pense que je me suis battu contre Joe Vallée. Ah ouais? Puis c'est quand... Tu t'es battu contre Joe Vallée? Joe Vallée, c'était le dernier... Je m'en souviens même pas. C'était le dernier gars de Montréal. C'était le dernier prospect de Montréal qui me restait à combattre. Je l'ai combattu, j'ai gagné. Puis comment t'avais gagné? Ça a été une décision unanime. Je l'ai gagné en décision unanime. Mais Joe Vallée a eu quand même un très bon système défensif. Là. Ouais. Fait que, tu sais, puis bon, lui, il voulait pas rentrer en échange contre moi. Il savait déjà de quoi j'étais capable. Fait que, il a joué. Premièrement, t'étais très controversé dans ce temps-là. Puis tu knockais tout le monde. Je knockais tout le monde. J'avais 18 victoires consécutives par TKO. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as pas le goût de perdre contre non, c'est ça. Controversé. Mais tu sais quoi, ironiquement, c'est Joe Vallée qui est un super good guy. Tous les gars aussi, maintenant, j'ai bonne relation avec. Là, Yann Perron, on s'entraîne ensemble aujourd'hui.
Vincent Hall aussi, on s'entend bien. Mais c'est Joe Valley que lui qui m'a fait venir au Tristar après, parce que bon, il trouvait que j'étais un bon partenaire ou que je devais me joindre au haut calibre ici du Tristar Montréal. Donc c'est ça, c'est Joe Valley qui m'a invité en premier. Puis après ça, bon, il y a une série d'autres histoires là, qui ont refait surface. Là. Mais pour en revenir là, au doigt d'honneur, là, marquant, c'est... Yann Perron, moi, il m'avait fait un spinning back fist, ok? Ça, c'est illégal en amateur. Fait que moi, je lui avais fait un coup de pied balayage. Puis ça, c'était pour me donner son dos, comme. Fait que là, lui, à place de me donner son dos, il m'a envoyé un spinning back fist par en arrière. Fait que là, moi, je l'ai reçu sur le tympan, sur l'oreille. Puis mon tympan, il a déchiré. Okay. Fait que là, ça m'a créé une déchirure au tympan. Fait que j'entendais tout le temps du vent dans mon oreille. J'entendais ça. Puis là, je me touchais l'oreille, je vois s'il y avait du sang. L'arbitre a mis une pause au combat, il a averti Yann Perron, mais là, moi, la haine a monté. Là, ben, surtout que tout le monde devait te huer. Là. En plus. Puis ça, pour un combattant, là, c'est vraiment difficile de se battre. Puis quand t'es pas dans le tort de se faire huer, là, ouais. Moi, je trouve ça très difficile. Faut que tu restes vraiment en contrôle de tes émotions. Ouais. Puis faut que tu restes vraiment en contrôle de toi-même parce que ça risque de te faire commettre des erreurs. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, les spectateurs, eux autres, ils veulent pas un combat technique, les spectateurs, ils veulent un combat sanglant. C'est ce qui les divertit. Ouais. Donc, bon. Ben, je suis d'accord. Écoute, moi aussi. Ben, on est des spectateurs aussi à certains moments, puis c'est ce qu'on veut. Non, mais pour vrai, j'aime beaucoup aussi la technique, puis le scramble, etc. Mais bref, c'est ça qui est arrivé avec Yann Perron. Fait que quand il m'a pété, quand il m'a explosé le tympan avec un coup illégal, ben là, je me suis fâché. J'ai mis fin au deuxième round au combat, puis quand ça a été fini, ben là, je me suis mis à l'insulter en espagnol, puis j'ai dit, c'est ça que tu méritais, hijo de tu madre. Okay. Là, j'ai envoyé le doigt d'honneur. Ah ouais. Mais moi, je m'en souviens que t'étais vraiment en face de Nordine, par contre. Là. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est une coïncidence, parce que je l'ai knocké dans son coin, fait que les hommes de coin étaient en arrière de lui, mais moi, je regardais l'individu, j'étais au-dessus de lui. Mais en arrière de l'individu en question, ben, il y avait son coin. Il y avait Nordine Taleb, il y avait Eric O'Keefe, puis il y avait aussi... encore ça, son nom ne me revient pas. The Crow. David Loiseau. David Loiseau. Fait que c'est... T'as envoyé des doigts d'honneur à Eric O'Keefe, malgré moi. David Loiseau. Fait que là, je me suis tombé dessus par Montréal au complet, sur les réseaux sociaux. Fait que là, bon, j'ai pris un moment pour réfléchir à ce que j'allais répondre, puis j'en ai pris la décision de rien répondre à ça. Ouais, je me suis dit, je suis mieux de me la fermer. Ouais. Puis je suis allé plutôt personnellement envers chaque individu qui se croyait ciblé, David Loiseau, Eric O'Keefe, puis Nordine Taleb, et je me suis excusé à chacun, brièvement, je me suis excusé. Puis leur dire que j'ai été débordé par les émotions, puis c'était pas mon intention de les manquer de respect à eux autres. Mm-hmm. Puis j'avais pas plus raison de manquer de respect à Yann Perron non plus. Très bien dit. Mais sur le moment, tu sais, c'est... ouais, non, ben les émotions, mais je veux dire, des choses qui arrivent, on se bat. En fait, on se bat, c'est l'affaire la plus émotive que tu peux vivre, c'est de battre, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, je peux comprendre qu'il y a quand même des débordements, là. Ouais, c'est des choses qui arrivent, puis... regarde, ça nous apprend tous. Mais là, curieusement, je vais t'ouvrir une petite parenthèse. Vas-y. David Loiseau l'a super bien pris. Il m'a dit, c'est tout en ton honneur de porter tes excuses. Puis il dit, je vois une carrière fructueuse pour toi à venir. Ça a été super cool. Eric O'Keefe était un petit peu plus épris personnellement. Il m'a fait une morale, mais une morale que j'ai acceptée parce que pour moi, c'est un aîné. C'est une personne dont je dois respecter la parole. Donc je l'ai écouté, puis j'en ai pris le son. Nordine Taleb, lui, c'est une autre histoire, par exemple. Il m'a fait très brièvement. Il m'a fait comprendre qu'il avait lu le message, que j'étais excusé. J'ai compris que j'étais excusé partiellement. Ok. On a échangé 2 phrases. Je me suis excusé, il m'a répondu, that's it. Puis là, toi, t'es venu au Tristar, puis j'imagine que le premier round, c'est Nordine qui est venu te chercher. Non. Mon arrivée au Tristar, comme on l'a dit il y a 2 minutes, c'est Joe Valley qui m'a invité. Il m'a dit, viens faire le sparring. Là. Ouais, mais dans le sens, quand t'es vraiment arrivé au sparring, Nordine, il a dû te demander le premier round. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Nordine, lui, était dans le fond, sur les red mats, là, au Tristar, tu sais c'est où, c'est au fond du gym complètement. Fait que là, moi, je me suis fait accueillir. Premièrement, Firaz, on s'était jamais vu, il sait pas je suis qui, je sais pas qui. Il me dit, t'as-tu déjà fait ça, toi? T'es-tu déjà battu? Ok. Firaz t'avait demandé ça? Ouais. Oh, là, dans ma tête, je savais. Ok, Firaz savait même pas qu'est-ce que j'étais qui? Non, il savait pas.
Fait que, il n'avait pas fait le lien encore. Le lien va venir par la suite. Après, quand je vais ressortir du gym, c'est là que Firas il va entendre parler de moi par Yann Perron puis Nordine Taleb qui vont lui rappeler ce que j'ai fait. L'individu que je suis. En fait, l'individu. Maudit sale! Maudit salaud, tu sais. Fait que là, c'est ça. Maudit sale de Québec! C'est plus tard, là. C'est ça, c'est plus tard. Mais là, Firas, il va me fermer les portes. Puis c'est Johan Bérubé qui va s'être associé avec lui là, dans les années plus tard. Là. C'est Johan là, qui a dit non, tu peux pas fermer les portes, c'est notre meilleur prospect de Québec. Il dit. Puis c'est lui qui m'a réouvert les portes de Firas. Mais bref, quand je suis arrivé au Tristar, là, on s'en souviendra tous. Là, il m'a demandé t'as-tu déjà fait ça? Non. Oui, j'ai déjà fait ça. J'ai fait ma carrière professionnelle, j'ai plein de combats amateurs. Il dit ok, il dit tu vas rentrer dans l'octogone, puis tu vas te battre contre Francis Carmon. Puis il dit, va te mettre un plastron puis un casque. Francis Carmon qui est 185. Un putain de monstre. Ouais, un monstre. Puis il a été top 10, lui, je pense. Oui, 185. top 10 UFC. Ouais. Puis pour moi, Francis, je savais c'était qui. J'admirais déjà ce gars-là. Lui, il sait pas je suis qui, puis il n'est pas question qu'il baisse, qu'il me laisse marquer. Là, Fait que là, il me met dans l'octogone avec un plastron puis un casque. Là, je me sentais comme un coton-tige. J'allais me faire passer à la moulinette. Fait que là, il était temps de monter mes culottes, là, comme on dit. Fait que j'ai rentré dans l'octogone contre Carmon, mais j'ai dit à Firas, tu sais comment est-ce qu'il est réceptif hein, avec les inconnus. Ouais. Tu fais ce que je dis ou get out of here, là, full camp. Là, puis non, j'ai mis le casque et le plastron, mais moi je dis non, j'ai jamais fait de sparring avec un casque. Je dis, moi je mets pas de casque pour le sparring. Il dit je m'en fous ici, tu mets un casque, tu mets un plastron, puis c'est dans l'octogone contre Carmon que tu t'en vas. J'ai fait 3 rounds contre Carmon, ça a été très très chaud. Ouais, ça a été très chaud. Après ça, j'ai été avec Alex Garcia, on connaît l'individu, hein. Ouais. C'est pas un gars qui souhaite la bienvenue aux étrangers. Alex, il est rough, là. C'est un gars qui veut faire connaître le respect, là, Ouais. Mais non, il va fort, Alex. Ouais, il va fort. Surtout si t'es un Puis même si t'es plus là. petit, t'es plus gros, petit, il s'en fout. là. Ouais. C'est son nom de T'es combattant, amateur. c'est Hanema. Ouais, t'es amateur professionnel, t'es une fille ou un gars. Ouais. Moi, il s'en fout. C'est sans pitié. Fait que c'est ça, j'ai fait mes rounds avec Carmon, je suis sorti de l'octogone, là, Firas il m'a dit j'aimerais ça que tu intègres mon équipe de combat. Il m'a regardé aller, il m'a dit ok, ton nom c'est Joe. Il dit ok, écoute Joe, j'aimerais ça que que tu intègres mon équipe de combat. T'es le bienvenu, tu peux venir quand tu veux. Puis on aimerait ça t'avoir. Puis c'est par la suite que là, Yann Perron, puis Nordine, je l'avais même pas vu, moi. Je l'avais pas vu ce jour-là, le premier jour, là. Lui, il m'avait vu, par exemple. Lui, il m'avait target. Je pense qu'il aurait bien aimé ça, me souhaiter la bienvenue aussi. Ouais. Mais ça a été plus tard. Puis, mais là, écoute, ta relation avec Nordine, c'est débile, là. Pour de vrai, je vous regarde aller, là. Puis ça avait l'air d'un couple, là, pour de vrai. Man, là, je regardais. C'est drôle, on est comme des frères. Ben oui, c'est ça. Puis là, il t'a amené le Coran, il essaie de te. Il essaie de te convertir. Tu dis ça parce que tantôt, t'as vu que le livre sur ma table de cuisine, c'est le Coran. Ben ouais. Là, tu m'as dit d'où ça vient, ça. T'as commencé à lire ça. Je dis d'après toi d'où ça vient. Donc là, t'as fait le lien tout de suite. Ben oui, Nordine. Ben, on va en tirer la conclusion. Nordine voit probablement du potentiel. Il voit un potentiel religieux, probablement un espoir musulman en moi. Pourquoi pas? Puis là, toi, t'es dans son coin. Ouais, à chaque combat que je fais, il est avec moi. À chaque combat qu'il fait, je suis avec lui. Ok, tu vas être là à Moncton. Ouais, on va à Moncton, on part la semaine prochaine. Ok, nice. Ouais. Puis Nordine, tu sais, c'est quand même un personnage, là, c'est un gars super cool quand tu le connais, mais qui a quand même la mèche courte, tu sais. Ouais, Nordine, c'est un gars avec la mèche courte, puis c'est un gars qui a un cercle très, très, très restreint. Ouais. Il va pas laisser beaucoup de gens rentrer dans son cercle d'amis. Puis le Fight Week, ça doit être quand même intense là, avec lui. Je sais où tu vas en venir. Ouais, le Fight Week. Bon, tu sais, Fight Week, je le connais, là. Fait que je connais la chanson, puis je sais ce que j'ai à faire, puis j'arrive là avec mon énergie, puis c'est pour la guerre qu'on va là. Mais oui, c'est tout qu'un... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Pas un personnage, mais en voulant dire... non, c'est pas des caprices non plus, mais il y a une éthique. Il y a une éthique d'énergie, de combat à avoir, puis faut pas en sortir. Comme pour la coupe de poids, pour la pesée, pour tout ce qui est Fight Week, là, très important. Même la préparation aussi. Là. Ouais. Je vais essayer de l'inviter, Nordine. J'aimerais ça qu'il lui parler aussi, parce que je le trouve vraiment intéressant, je le trouve vraiment cool. Ben, regarde, c'est un gars c'est un gars vraiment international qui a fait le tour du monde, puis il y a des choses à dire, hein, puis moi puis lui, c'est ça, c'est comme ça qu'on en est vraiment venu au respect, parce que
Les deux, on a eu quand même un bon parcours, puis on a des choses à se dire là, qui sortent de la routine québécoise. Il est allé vivre au Brésil, au Mexique, il est né à Saint-Tropez, il est venu 10 ans à Montréal, il s'est marié. Bon, il a divorcé. Là, il a rencontré sa nouvelle femme russe, qu'il a rencontrée en Thaïlande. C'est lui qui m'a fait connaître la Thaïlande aussi. Il y avait une maison là-bas. Tu sais, juste pour dire qu'il y a du parcours beaucoup. Puis il y a du knowledge. Il y a puis pour de vrai, Nordine, il y a des histoires qui, des fois, ils paraissent invraisemblables. Là. Puis là, la semaine d'après, tu regardes dans les journaux, tu vois Nordine avec Neymar voilà, en train de faire. Puis t'es comme tabarouette, finalement, c'est vraisemblable. Moi, c'est Brian Ospina, mon associé, qui est un fan de soccer, qui a reconnu tout de suite Neymar, puis qui m'a dit tu es rendu bodyguard de Neymar. Là, j'ai dit ouais, il est à Saint-Tropez présentement, puis Neymar est là, fait que c'est lui son équipe, c'est lui le chef de sa sécurité là-bas. Là. Okay. C'est lui qui s'occupe de la sécurité. Je vais lui en parler quand il va venir. Il va pouvoir te conter la vraie histoire. En parlant de chef de sécurité, là j'ai... C'est Nick Roy qui m'avait conté cette histoire-là. Ah non. C'est comptable? C'est quand même comptable. Moi, je trouve ça hilarant comme joke, là. Ouais. Mais Nick Roy qui est doorman. Ouais, Nick Roy qui est portier, puis qui, entre parenthèses, que je lui loue une chambre ici dans mon appartement, parce que lui aussi, c'est un jeune avec beaucoup de potentiel. C'est un jeune avec quoi, 21, 22, Nick Roy. Puis il vient s'entraîner au Tristar avec nous autres, fait que, tu sais... Puis il est très gentil. Il est vraiment très cool. Très gentil. Puis moi aussi, je laisse pas n'importe qui rentrer dans mon cercle proche. Puis lui, bon, c'est pour ça que je lui ai offert une chambre. C'est un bon petit gars. Ok. Fait que lui, il est doorman à Québec. Puis il m'avait dit, à un moment donné, t'étais sorti à son club. Puis il y avait un petit nouveau doorman avec lui. Oh my god. Tu sais de quoi je parle? Ah ouais. Il y en a des fois qui sont tellement fiers, puis contents de me voir ou d'être proche de moi, qui s'improvisent comme ma sécurité. La semaine passée, entre parenthèses, j'arrive pour aller aux toilettes. Un gars, je le connais pas, man. Il se présente à moi, il dit tu vas-tu aux toilettes? Je dis ouais. Il part en avant de moi, puis il commence à faire un brise-glace. Là. Il tasse tout le monde devant moi comme si. Ok, à Québec, là, t'es comme le. Comme tu sais, quand tu sors du palais de justice, puis tu veux éviter les paparazzis puis les caméras, là, il tasse tout le monde devant toi pour que t'embarques dans ta voiture. Tu sais, façon de parler, tu sais, quand tu veux embarquer dans ta voiture sans être interrogé, là, il se met à pousser tout le monde. Je sais, en tout cas, bref, c'est une parenthèse, hein, mais l'histoire en écroix aussi était assez exceptionnelle. Parce que lui, qu'est-ce qu'il m'avait dit? C'est qu'il avait dit au petit nouveau doorman d'aller te voir puis de te sortir. Ouais, je sais pas si c'est le petit nouveau qui voulait me faire une blague, en tout cas. Nick, non, c'est vraiment Nick qui m'a dit j'ai obligé le petit Nick nouveau. Qui a fait ça. Ouais. Là. Il dit au petit nouveau va sortir Joe Meunier, puis là il vient te voir et dit il faut que tu sortes, puis toi t'avais genre dit des câlisses. Non, c'est pas ça, le petit gars il arrive, puis moi je pense vraiment que c'est une joke, le gars il mesure 5 pieds 5. Le petit gars il mesure 5 pieds 5, puis là il vient me voir et il me met la main sur l'épaule, il dit écoute, faut que tu sortes d'ici. Là moi je pars arrière, je le regarde, j'y tends la main, je dis ok, ça va bien, genre en voulant dire salut, ça va. Là non, il continue, non, faut que tu sortes là. Là, moi, je continue à rire. Je dis, ok, arrête, là. C'est correct, là. Ta joke est poche, là. Là, il continue à insister, mais là, il se met physiquement, là. Il se met à me tirer par le bras. Donc là, dès qu'il est rentré dans la phase physique, moi, je le décolle, puis... Tu le push kick, il m'a dit! J'envoie un bon push kick. J'envoie un bon push kick dans le thorax. Petit gars, il y a Nick Roy qui regarde ça, puis qui intervient pas, ouais. Qu'est-ce qu'il vient de pusher? Nick Roy qui intervient pas pour sauver son petit pouchon. Gars. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après ça? J'y donne un push kick, il revole lui dans le mur. Puis là, cette partie-là, je t'avoue que je l'ai pas vue de mes yeux, mais je l'ai vu par la suite par le sang. Là, ça se met à gicler le sang partout. Ah ouais? Ouais, mais là, ma première hypothèse... Ok, moi je sais pas, ça je l'ai pas su. Moi, ma première hypothèse, je pensais que c'était quelqu'un qui s'est improvisé bodyguard de Joe Meunier, puis qui a pété une bouteille dans sa tête ou dans le cou, ou bien qu'il l'a piqué avec un tesson de bouteille. Moi, ça a été l'hypothèse que je me suis faite, parce que... Ok, ça devient dark, cette histoire-là. Ça devient dark. Mais là, bon, les caméras auraient révélé autre chose, que c'est une bouteille sabrée, qu'il aurait reçu le bouchon dans le cou. Genre, tu sais, la chance... le push kick. La chance sur 1 million. Tu reçois un coup de pied, le coup de pied te met dans la trajectoire du bouchon de vitre, tu reçois le bouchon de vitre dans le cou, il s'est mis à pisser le sang. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bouchon, ils ont sabré quelque chose, le bouchon a revolé dans son cou. Ben quand tu sabres une bouteille, c'est avec un gros couteau, tu casses le tesson de la bouteille. Fait que lui, il aurait reçu probablement le tesson dans le cou. Hey, ça c'est... Là, tu vois, sur caméra, tu peux même pas voir ça, ça arrive tellement vite puis dans le noir. Fait que là,
Je les ai même pas vu les vidéos, mais là, moi je vois ça, je vois, ça se met à pisser le sang, là, la police, ambulance, etc. Moi je porte pas attention à ça, j'aurais pas fait le lien encore. Je m'en vais chercher mon manteau qui était dans le bureau des portiers, là. Ouais, parce que j'ai ce privilège-là, j'ai pas mon manteau vestiaire. T'as juste ce petit gars-là qui te connaissait. C'est ça, donc là, je m'en vais chercher mon manteau dans la salle des caméras, dans le bureau des portiers. Puis là, 1 policier, 2 policiers, 3 policiers rentrent derrière moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et pourquoi ils rentrent avec moi dans la salle des caméras? Qu'est-ce que t'as fait, Joe Meunier, encore? Non, mais ça m'a pas stressé parce que bon, j'ai rien à me reprocher. Et là, je prends mon manteau, puis je m'en vais de là. Puis là, c'est Nick Roy qui me dit finalement, oh ouais, ils sont allés regarder les caméras, là, parce que l'autre, il saignait du cou, puis il est parti en ambulance. Mais ça, c'est l'histoire à Nick Roy. Ben, en tout cas, mais c'est quoi les chances que tu le push kick, puis en même temps quelqu'un sabre une bouteille, puis c'est incroyable. C'est l'histoire des chances sur 1 million. D'après moi, ce petit gars-là avait un mauvais karma, probablement. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Là, toi, présentement, comme on disait tantôt, t'es plus dans l'UFC. Exact. Fait que tu te bats pour TKO. Ouais. Que, soit dit en passant, moi je suis un grand fan de TKO. Là. En fait, je suis un grand fan des petits vidéos avant les combats. Là. Ouais. Je trouve ça sick, là. Je trouve ça petites malade. vidéos ouais, c'est comme. promotion? Ouais. C'est comme ton adversaire va essayer de t'envoyer chier. Puis après, c'est toi qui essaies d'envoyer chier ton adversaire. Moi, je trouve ça malade. Puis je pense que la meilleure vidéo que j'ai vue, c'était justement Jade Wong. Jade contre Corinne Laframboise qui avait genre dit Hey, êtes-vous prêts? Je vais faire de la compote de framboise pour vous. Ça m'a tué. Là, moi, j'étais comme Yes! Quand j'ai vu Jade au district, après, là, j'ai dit shout-out. Là, ton jeu de mots était trop épique. Je vais faire une confiture de framboise avec toi. Êtes-vous prêts? Je vais faire de la confiture de framboise avec Madame Laframboise. Elle l'a fait. Ouais, elle a gagné. Elle toi, as-tu quelque chose de prévu pour ton prochain combat qui va être contre Moi, Ronson? Définitivement, ça va être contre Ronson parce que c'est lui qui a pris la ceinture vacante du 170 livres, qui est ma division, donc ça va être ça hors de tout doute qui va se passer. Ok. Puis tu vas-tu m'envoyer chier, là? Ben, c'est pas mon style, c'est pas mon style, moi, d'embarquer dans... Je trouve que c'est stagé, anyway. Je trouve que c'est pas stagé, c'est méga stagé. C'est méga stagé x10. C'est parfait, là. J'aime mieux être authentique, puis être fidèle à moi-même, puis y aller avec mon éthique de travail. Moi, je suis un combattant. Fun fact. Tu sais, genre, tu dis un fun fact juste avant le combat. Saviez-vous qu'il y a tant de morsures de crocodile par année? Quelque chose que tout le monde grandirait, tu sais. Ouais, de quoi d'instructif, là, plutôt que de quoi de... Bon, je trouve que c'est bas étage. Mais non, c'est pas mon style, c'est pas mon éthique. Moi, je suis un fighter professionnel. Je suis professionnel dans mon éthique de travail. Puis je respecte tous mes combattants. Chaque combattant, pour moi, est un défi. Puis non, c'est pas vraiment mon style de faire ça. Puis, tu sais, Ronson a essayé de... Sauf Yann Perron. Yann Perron, lui, il m'avait poussé à bout. Là. Il m'avait sorti de ma zone de contrôle. Puis, mais non, il a essayé de le faire précédemment, mais j'ai comme pas mordu à l'hameçon. J'ai pas vu, je voyais qu'il faisait du trash talk. Je voyais pas l'intérêt de faire ça parce que, tu sais, regarde ça. C'est l'énergie gaspillée pour rien. C'est l'énergie gaspillée pour rien. Je voyais pas l'intérêt vraiment de mordre à l'hameçon. Puis, tu sais, si on commence à ça, ça finira pas parce que j'arrive de UFC avec une victoire. Je suis la tête. Je suis l'homme à battre. Je connais pas les rankings là, sur les statistiques, mais clairement que je suis dans le top des welterweight canadiens. Bon, même dans le mondial, j'ai été à UFC. Je suis sorti de là avec une victoire. Fait que chaque combattant TKO a comme intérêt, s'il réussit à passer par-dessus moi, ça va le mettre au-dessus, ça va le mettre très haut. Ça va le mettre très haut. Puis non, c'est normal que les combattants espèrent ça. Fait que moi, je mords pas à cette. Puis y a-tu une raison pourquoi t'as signé avec TKO au lieu, par exemple, de Bellator qui t'aurait sûrement pris à bras ouverts? Bellator, bon, offre pas offre pas la bourse que je visais, le reach. Okay. Ça partait bas. Mais TKO est une opportunité rapide et proche. Mm-hmm. Rapide en temps et rapide en distance. Je veux dire, c'est ici, c'est local. Il y a beaucoup de combats quand même. Fait que c'est pour moi une bonne opportunité là, de tout de suite refaire. Regarde, je me suis déjà rebattu. J'ai une victoire. Je devrais avoir la ceinture. Malheureusement, on a eu un petit... Ouais, puis là, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il t'avait dit qu'il t'avait pas payé
comment il s'appelle, Stéphane Patry. Ça a été très long. Regarde, écoute, je veux pas embarquer là-dedans puis créer des étincelles inutiles, là. Ça a été très long. Ma Ben, paye, t'étais pas le premier qui me l'avait dit. c'est Parce ça. qu'il y avait du monde aussi qui m'avait dit que la paye comme telle, il avait été payé, mais c'était la paye des billets. La Moi, cote des billets. c'est une autre chose. Moi, c'est vraiment une partie de ma bourse. Puis Ok, sur le wow. contrat, c'est écrit que c'est 30 jours une bourse de combattant. Je l'ai eu. Ça, elle a été à terme. J'ai des bonus de bourse en rapport au combat qui ont été mis à terme. Ça a pris 106 jours avant que je reçoive. Ok. Mais la tu l'as, totalité. là, tu l'as Oui, reçu. oui, j'ai Ouais. fini par le recevoir. Mais regarde, tu sais, comme dit Stéphane Patry, ironiquement, c'est du donnant-donnant. Je me suis battu, j'ai livré la marchandise, je mérite d'être payé. Plus tôt je suis payé, moi je suis un entrepreneur, je suis une tête d'entreprise. Plus vite je suis payé, puis j'ai mon capital, plus vite je capitalise. Mhm. Plus vite je fais fructifier mon argent. Fait que moi, attendre 106 jours pour une bourse, pour un travail que j'ai livré, pour moi, c'est Ben, ça inacceptable. fait aucun sens. Parce que, tu sais, oui, toi, je veux dire, t'as 3 business, mais tu sais, il y a d'autres athlètes qui ont juste ça, tu sais, qui font juste se battre pour gagner leur vie. Puis, C'est tu sûr. sais, moi, par exemple, là, si je me fais payer dans 107 jours après mon combat, je suis dans la boîte, là. Ben, c'est comme, tu sais, t'es la meilleure personne pour me comprendre. T'arrives de UFC. Ouais. Avec une victoire en plus. T'es sorti de là comme ton contrat. On peut pas dire que mon contrat est brisé ou que je suis suspendu. Je sais même pas quel terme on pourrait expliquer. Mais bref, tu sors de UFC avec une victoire pour des raisons qui sont illogiques, qui font pas de sens. Fait que c'est bon, c'est dur à digérer, mais pour en venir au point que t'arrives le promoteur, le plus gros promoteur au monde, qui est UFC, t'es payé la minute que tu sors de l'octogone, t'es payé, tu le sais. Puis les billets, t'as plus à te casser la tête avec la vente de billets. Là, c'est comme si je fais un retour en arrière, là, en quelque sorte. Je veux pas de vouloir de me remettre. Puis moi puis Stéphane, quand on a négocié pour ça, il me dit les billets, il dit je veux même pas que t'en vendes, j'ai aucun intérêt. C'est pas ça que je veux. C'est comme dit ça, vendre sa salade, comme on dit. C'est ses arguments. Mais c'est sûr que la vente de billets est importante pour lui. Logiquement, c'est le promoteur de l'événement. Comment est-ce que tu peux ne pas avoir d'intérêt pour la vente de billets d'une tête d'affiche, tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme un retour en arrière. Ça me laisse perplexe. Ouais, mais ça a dû être difficile aussi parce que, en tout cas, je sais un petit peu comment ça fonctionne le UFC, c'est qu'ils te disent pas si t'as un combat. Fait que, tu sais, t'as dû attendre 6 mois avant de savoir que t'es plus dans l'UFC. Après, attendre encore 4 mois pour te battre, puis après, attendre 106 jours pour te faire payer. Tu sais, ça commence à être beaucoup, Ça là. commence à créer, ouais. Tu sais, c'est quand un an sans... Ouais. Ouais. Puis une chance, ça avait tes 3 business, comme j'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça, définitivement. Mais regarde les entreprises. Mais tu sais, toi aussi, tu m'en parles souvent personnellement. Des fois, toi, tu me demandais, tu sais, l'immobilier. C'est oui, j'ai 3 business, mais j'ai un parc immobilier aussi en construction, tu sais. Ouais, puis j'ai des immeubles, puis... t'as bien joué tes cartes pour le vrai. Je joue mes cartes intelligemment parce que depuis le jour 1, le combat pour moi, c'était pas... je sais pas pour toi, est-ce que toi, tu as commencé le combat en te disant, c'est ça qui va me faire vivre? Ouais, moi j'ai commencé le combat, puis je me suis dit c'est ça qui va me faire vivre, mais dès que ça va me faire vivre, il faut que je trouve un plan B parce que je sais que je vais prendre ma carrière, ma retraite à 33 ans, 35 ans. Différemment de toi, je suis parti dans le combat, puis je me suis dit c'est ça qui va me garder en liberté. J'ai commencé à me battre, puis j'ai focusé sur ça pour sortir des mauvaises fréquentations, puis m'éloigner des cercles vicieux dans lesquels j'étais pris. C'était ça vraiment ma motivation. Même quand j'ai commencé le professionnel, t'as été payé combien sur ton premier match pro? Moi, j'ai été payé 500$ sur mon premier combat pro. Là. On s'entend-tu que ton camp d'entraînement coûte 6 fois ça? Mais ça a vraiment pas... Non, ça a pas été mon... Ça n'a pas été mon but, mais ça s'est rajouté, par exemple, à mes ambitions, c'est sûr. Là, à un moment donné, bon, ça s'est mis avec UFC, puis quand j'ai avancé dans le professionnel avec des bons commanditaires, puis que mon nom s'est fait avec des meilleures bourses, ben là, c'est sûr que c'est devenu une nouvelle corde à mon arc. Ok. Puis, est-ce que tu vois que tes business fonctionnent mieux depuis que tu as fait ton tour dans l'UFC ou pas vraiment? Non, je te dirais que j'ai jamais vraiment vu de lien, sauf... Quand je suis en camp d'entraînement ou proche du combat, là, c'est sûr, bon, j'ai le projecteur sur moi, fait que tous mes réseaux sociaux explosent à ce moment-là. Fait que bon, je serais stupide de ne pas en profiter. Fait que j'en profite pour insider mes boutiques District Tattoo, etc. Mais ce qui marche très bien
en relation entre ma carrière de combattant et le business, c'est ma ligne de vêtements. Ma ligne de vêtements Team Meunier où j'offre mon slogan Eat Sleep Fight avec mon logo officiel qui a fait plusieurs collections. Ça a été surprenant, mais j'ai vendu à date des milliers d'exemplaplaires. Oh, tabarouette, ok. Je les produis à coût de 3, 400, 500 unités parfois. Ok, là. c'est impressionnant, ça, Ouais, quand même. bon, un modèle de plusieurs couleurs. Bon, un t-shirt, le modèle Eat Sleep Fight est disponible dans 6 couleurs de t-shirt, par exemple. Et bon, puis après ça, il y a 3, 4 autres modèles. À date, j'ai sorti, je pense, rapidement, comme ça, environ 6, 7 modèles de la collection. Puis ouais, ça chiffre dans les 4 chiffres d'unités que j'ai vendues. Mais parce que 1000, c'est quand même beaucoup pour une petite boutique. Là. Pour une petite boutique, puis c'est quand même des vêtements portant mon nom. Là, fait que c'est vraiment un public ciblé très étroit. Là. Ouais. Ça prend des personnes qui me connaissent, qui savent qui est Joe Meunier. C'est pas comme un Nike, là, ou c'est pas comme un... Non, absolument. C'est pas comme si tu t'en vas dans peu importe la boutique puis t'achètes un morceau d'un, je pense sur le trop beau. Tu sais, là, c'est tous des gens qui achètent pour m'encourager ou pour représenter. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais déjà fait une levée de fonds pour un camp d'entraînement, puis j'avais comme imprimé une centaine de t-shirts. J'avais eu de la misère à les vendre. Tout est là, ouais, si j'en ai vendu 1000, facile, tout le monde m'aimait. Écoute, Ouais, il me disait, non, c'est combien? on C'est est pas- 25, je te donne 20 pour ça. J'étais comme, ok. finalement, je t'en fais 2 pour 30. Non, mais on n'est pas sur la même base là-dessus parce que j'ai une boutique de vêtements. Ouais. Fait que j'ai un point de vente ouvert 7 jours sur 7 où le produit est présenté et proposé. Donc, c'est pas du tout la même... c'est pas la même référence là, parce qu'on s'entend que t'es pas mal plus populaire que moi. Là. Avec ton nouveau fanny bag puis ta moustache, ça m'a mis dans l'ombre. Là. Ah oui, je le sais. Tu me voyais au Tristar puis tu me traitais de macho. Ben, ça m'a rien hipster failli macho. Comment tu m'appelais, le hipster macho? Hipster macho, j'en ai trouvé plusieurs. Hipster macho, macho gangster, hipster gangster. Hipster gangster, c'était pas pire ça. Ton fanny bag il est débile, man, avec la vidéo, avec ton accent, ta moustache, puis ton accent, ton fucking beautiful French accent. C'est Le monde trop aimait pretty ça. good, man. Moi, ça m'avait So étonné beautiful. comment le monde avait aimé cette vidéo-là, puisque ça m'a pris comme 10 minutes le faire. Combien de views t'as eu? T'as cumulé pour ça? Hey, genre quelque chose comme 100 000, quelque chose de vraiment, tu sais, beaucoup de vidéos, de views, là. Puis ce que j'aimais, c'est que t'es direct situé dans mon point de référence du quartier ici où Ah on oui, la est, grosse c'est orange. la boule orange julep ou Ouais. julep? Julep, ouais. Orange julep, c'est le point de référence pour moi quand on me demande où t'habites à Montréal. Je dis, est-ce que tu connais la boule orange? Là, je te vois faire la vidéo avec ta grosse boule orange. Ah ouais. Aïe, trop macho. Puis tu sais, les journalistes en plus du MMA, ils étaient comme Reebok vient de faire un coup de circuit avec le vidéo de lui. J'ai dit, ben là, c'est 10 minutes avec Jonathan Goulet qui tient la caméra. Puis après, j'ai fait du voice-over. Tu sais, c'était vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, Joe Goulet aussi, un autre vétéran UFC. Lui, 9 apparitions, puis fait des combats. Lui aussi, c'est un autre, j'aimerais ça inviter. Ouais, moi, je t'inviterais à l'inviter. C'est un gars qui a des choses à dire. Puis il a eu un passage dans l'UFC. Dans l'UFC, puis tu sais, je pense que ça a été difficile pour lui, l'après-carrière aussi. C'est ça qu'il faut voir. Hein, c'est comme on vient juste de parler, question business, question retraite de combattant, question avenir de combattant. Parce qu'on sait très bien que c'est une période de notre vie qui peut pas durer éternellement. Là. Ouais, puis tu sais pas quand ça va arriver. Là, c'est tellement risqué, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance, je veux dire, tu n'as pas d'assurance qui vont te dédommager aucun montant d'argent. Il y a les blessures qui sont risquées, il y a les blessures en plus de ton adversaire qui sont risquées. Ça t'est arrivé Des fois, le gars, il est trop gros. Quand Ça t'est arrivé comment Léo avec Santos avec Gilbert Burns. Gilbert? Ouais, Léo Santos aussi, je me suis blessé, mais Gilbert c'est normal, Burns... t'as essayé de me faire un judo throw de la mort. Ah oui, c'est toi qui m'avais blessé, mon corps. Non, tu t'es blessé sur moi, parce que moi, j'étais trop raide, j'étais trop fort, man, puis là, ton judo throw, tu t'es auto-blessé sur moi. Je m'en souviens. Mais... Puis Firas, quand il a vu que t'étais blessé, là, il savait pas trop quoi dire. Il a dit, ok, là, diminue un peu les coups de coude. T'es renvoyé! T'es renvoyé une deuxième fois! Il m'a dit, non, c'est ça. C'est moi qui est allé le voir personnellement. Renvoie-le, je veux plus le voir ici. Non, c'est quand j'ai commencé à mettre les elbow pads pour donner des elbows. Puis là, rapidement, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est là, diminue la force des elbows. Là. Mais en plus, c'était pas un coup, c'était vraiment moi qui. J'avais eu une blessure 2 jours, une semaine avant. Puis comme un cave, j'avais réessayé la même technique qui m'avait blessé, tu sais. Ouais, mais comme un cave, tu m'avais sûrement forcé à la faire. Là. Ah, je t'avais obligé à le faire, c'est tout ce qui restait. Mais je voulais te dire de quoi.
Je m'en souviens plus que je voulais te dire. Gilbert? Ouais, c'est ça, Gilbert. T'es bon, man. Tu suis la conversation. Ouais, Très moi, nice, je suis là, contrairement à moi. Là. Mais ça m'était arrivé aussi avec Gilbert qu'il était arrivé 36 livres trop gros. 36? 36 livres trop C'est gros. impossible. Ben ouais. Pas la pesée, la semaine de la pesée. Le Fight Week. Le Fight Week, puis les docteurs avaient dit, toi, t'as pas le droit de maigrir. Ils ont instauré la règle du 8%. Ben, à cette place-là, c'était à Ça, c'est Orlando. pas, là. c'est ça, c'est pas dans toutes les commissions Non. athlétiques. Mais C'est lui, c'est individuel à chaque comme, ok, toi, là, Chris, t'as pas le droit. Là, Ouais. Si t'es 36 livres en haut, puis t'es cut comme. Ben moi je trouve comme que Arnold. tu sais il y a tellement de conversations puis de trucs là-dessus sur les coupes de poids qui mettent en danger les combattants, etc. Moi je trouve que ça serait la meilleure ouais. recette, ça serait 8. T'as le droit de couper maximum 8% de Ouais. ta catégorie. 8, puis moi, j'ajouterais aussi 165, parce qu'il y a trop un gros gap entre 155 et 170. Ouais, je suis d'accord, t'aimerais le faire, puis j'aimerais le faire. Moi j'aimerais aller dans le 165, je serais capable parce que je suis pas un très gros welterweight. Ouais. Si tu compares moi puis Nordine, lui Lui, il est énorme. il donc, coupe, tu sais, il part à 200, il part proche du 200, 198, puis il descend jusqu'à 170. Ça lui fait 28 livres de coupe. Mais à Winnipeg, là, il a fait Mais il est cut à il a 200. fait un recover de 23 livres. Oh wow. C'est monumental, là. Ouais. Il est reparti de 170 à 193 livres pour rentrer dans l'octogone. Moi, je rentre dans l'octogone à 182 livres environ. Ok. Je remonte de 12. Moi, Je coupe 14-15, puis je remonte de 12. Je monte à 172, je pense. Ouais, 172, c'est le maximum que j'ai monté. Mais c'est ça, avec Gilbert, il avait interdit de se battre. Puis finalement, mon combat avait été annulé. Puis il m'avait quand même donné un 10 000$. Tu sais, il avait dit, vu que bon, t'es arrivé ici, puis bon, ça fait quand même un petit bout que tu t'es pas battu, je te donne un 10 000$. Mais tu vois, man, il devrait avoir une règle pour ça. Regarde. Il devrait. Comment si il tu te s'appelle déplaces, je là. me souviens pas c'était qui l'adversaire, man, mais je pense que c'était Will Romero qui avait raté la pesée de beaucoup. Puis son combattant avait été payé sa bourse de défaite. Il lui avait donné sa bourse de défaite. Tu parles dans UFC? Ouais. C'est pas Will Romero, c'est Yoel Romero. Ah, ouais. Will Romero, c'est. Ouais, c'est. Shout-out Will Romero, man, mon best friend, quand je suis arrivé au dortoir, man, une période de ma vie qui a été mon entrée à TriStar dans le monde. Ouais, t'as fait le dortoir. Hein, Ouais, j'ai dorms. fait mon temps, comme on dit. Dortoir, on peut quasiment classer ça dans le milieu carcéral. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est Colin, on s'entend que c'est pas le luxe, hein? Je suis jamais allé. T'as pas fait ça? J'ai même pas voulu entrer dedans. Là, T'aurais pour dû, être franc, là. tu devrais peut-être l'essayer. Une petite semaine au dortoir. T'es-tu malade? Je l'aime bien mon appartement de hipster, là, Aïe, aïe. la petite patrie. Écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. C'était vraiment cool. Pour de vrai, là, merci pour vraiment de nous avoir conté ces histoires-là. Puis je vais essayer de te revoir pour avoir plus d'histoires de bar puis de pétage de vitre, là. Ok, quand j'aurai une autre histoire épique, je te laisse savoir. Ouais, puis j'aimerais ça te recevoir aussi avant que tu te battes contre, comment il s'appelle, Ronson. Ouais. Parce que c'est quand même juste avant le 8 décembre, c'est ça? Ben, Le 7 il y a le décembre? 7 décembre qui est une bonne opportunité. Moi, je pense que ça serait vraiment la meilleure chose et pour la Ligue et pour nous autres. Lui, bon, il s'est battu le 26 septembre. Ça lui laisse suffisamment de temps. C'est comme 12 semaines de délai. Ok. Moi, Ok, ça- c'est pas encore annoncé. Là, Non, ok. c'est pas Ok. annoncé officiellement. C'est pas Ok, annoncé officiellement. ok. Stéphane Pantré me l'a proposé, oui. Puis il m'avait offert le 26 octobre ou le 7 décembre. Le 26 octobre aura pas lieu. Ouais. Le 26 octobre, je veux dire, le 26 aura pas lieu. Puis moi, je trouvais ça trop proche aussi. Fait que moi, j'avais donné mon approbation pour le 7 décembre. Fait que reste à voir si ça s'officialise, ça devrait arriver très bientôt parce que sinon, on est quoi? On est le 16 quand même. Ça, Ouais. ça devrait Mais arriver bientôt. je poste le podcast dans une semaine, là, fait que ouais, là on est le 16. Mhm. Mais c'est ça, je vais essayer de te réinviter, puis en espérant avoir des meilleurs micros, puis une caméra, parce Ouais, que c'est j'aimerais cool, hein. j'aimerais ça que le monde voit ton tatou de On pourrait, cou, voir, là. ouais, on pourrait voir aussi ton gilet Dark Vader là. Avec tes lunettes de hipster. Fait que ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Ok, Fait que, à la prochaine. ciao.